What we are talking about is nothing less than the future of this planet. Parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale. Ça se réchauffe près de chez vous. Qui serait à la hauteur tout seul? Où sont mes troupes? Qui ai-je derrière moi? Il devrait installer une éolienne dans le salon. Avec tout le vent qu'on brasse, on pourrait alimenter toute la ville. C'est un moment historique. Make our planet great again. On en a vraiment plein le cul. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RPL et vous écoutez Agissons, le magazine de la transition écologique. Voici déjà notre 3e émission en votre compagnie. Aujourd'hui, je suis aux manettes avec Maxence. Et oui, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette 3e. Et là, on change de rôle chaque semaine. Nous sommes donc mobiles, et ça tombe bien car c'est le thème d'aujourd'hui. Et oui, après notre émission consacrée au thème de l'alimentation, nous nous consacrerons aujourd'hui à la mobilité. Celle d'aujourd'hui, mais aussi celle qui se met en place pour demain face à l'urgence climatique. Autour de la table, Mehdi, Magali et Pauline pour vous parler de tout ça. Mais d'abord, Maxence, tu veux bien nous faire un petit topo ? Mais bien sûr. Alors ouais, en effet, depuis quelques années, la mobilité est en pleine mutation nécessaire car malgré certaines innovations, la situation ne change pas ou peu. Bouchons, pollution... À Lille, la pollution serait responsable de 1700 décès prématurés par an. On a même dépassé les 50 pics de pollution en 2018. Bon, désolé de plomber l'ambiance, mais bon, c'est un fait. On passe en moyenne 1h04 et 26 secondes, bon les secondes c'est pas dans les chiffres, dans les transports chaque jour en France. Cette heure est si importante que le sociologue Henri Lefebvre parle même de 3e temps de vie. Bon, hormis les moyens traditionnels, voitures, bateaux, avions, etc., il y a de nombreux nouveaux véhicules qui envahissent nos routes et nos villes. De plus, il y a de nombreux débats sur les batteries des voitures électriques et leur recyclage, le diesel, l'essence, etc. Bon, il y a encore un peu de boulot alors, hein. Ce matin donc, Mehdi discutera avec notre invité, puis nous reviendrons sur la Vélorussion organisée par les Gilets jaunes le 14 mars avec l'interview d'une participante. Bon, Magali, qui a eu des petits problèmes de bus ce matin, nous parlera des solutions qu'elle a été un peu forcée d'adopter. Et enfin, ne ratez surtout pas Pauline, prête à vous enchanter avec un conte quelque peu revisité. Allez Mehdi, c'est à toi. Cyprien Richer. Alors, le 14 juin 2018, lors du débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, vous avez déclaré « On a gagné au fil du temps plus de vitesse, mais pas plus de mobilité ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus cette phrase, s'il vous plaît ? Oui. Déjà, je vous remercie de m'inviter. Et puis, donc, je me présente juste rapidement. Je travaille au CEREMA, qui est un centre d'études et d'expertise sur la mobilité et d'autres dimensions de l'aménagement du territoire. Effectivement, cette phrase, elle incite à reposer la question, à se demander ce qu'est la mobilité et à replonger un petit peu dans nos manuels pour essayer de comprendre quel est ce phénomène. Alors je vais être très bref et très rapide, je vais essayer d'être synthétique, mais globalement la mobilité c'est au moins deux choses. C'est d'abord la mobilité avérée, celle qu'on peut mesurer, c'est-à-dire celle qui se réalise sur le territoire, la mobilité réalisée, donc ça se mesure en nombre de déplacements, et on y reviendra, c'est par rapport à ça que cette remarque a été faite. Et puis la mobilité c'est aussi autre chose, c'est la mobilité potentielle, c'est l'accessibilité et c'est les capacités qu'ont les individus à pouvoir ou non se déplacer. Et ça, c'est une notion qui est importante parce que la mobilité, elle se résume pas forcément aux déplacements qu'on réalise, mais aussi aux capacités, aux compétences individuelles et collectives qu'on a à se déplacer dans le territoire. Donc ça, c'est important de le rappeler quand on parle de mobilité. Donc pourquoi on a gagné plus de temps ? Pourquoi on a gagné au fil du temps plus de vitesse mais pas plus de mobilité? C'est tout simplement parce que finalement on s'est défaussé sur les infrastructures au lieu d'aménager la ville depuis les années 70 pour faire assez simple. Et du coup en fait on a augmenté notre capacité à aller vite. Ce qui nous a permis finalement de aller plus loin mais pas de se déplacer plus. Et donc, si on mesure la mobilité, comme on le fait dans les enquêtes mobilité certifiées CEREMA, dans toutes les agglomérations françaises, on a à peu près 200 enquêtes aujourd'hui en France qui nous permettent de regarder précisément les choses. Grosso modo, la mobilité individuelle, un jour, c'est entre 3 et 4 déplacements par jour et par personne. Et ça a très peu évolué au cours du temps. Grosso modo, on reste vraiment sur les mêmes bases. Donc par contre, ce qui a augmenté, c'est la mobilité en voiture et c'est les distances parcourues. Et de fait, au lieu de se déplacer peut-être de 1 à 2 km en vélo dans les années 70 pour aller au travail, aujourd'hui on en fait 10 ou on en fait 20 en voiture.
Et donc ces véhicules kilomètres supplémentaires finalement sur nos infrastructures posent aujourd'hui énormément de problèmes. On a finalement créé un vrai dysfonctionnement du système en mettant toutes ces voitures sur les routes et en créant finalement de la congestion sans créer de mobilité supplémentaire, avec tous les impacts qu'on connaît aujourd'hui sur l'environnement, la consommation d'énergie. Donc on est face à un véritable défi. Ouais, notamment des impacts sociaux aussi, n'est-ce pas Juliette ? Absolument, Mehdi. Donc du coup, on va écouter un entretien avec Héloïse. Héloïse, elle est engagée aux côtés des Gilets jaunes, mais elle est aussi militante au sein d'Action non violente COP21. On est revenu avec elle sur la Vélorussion du 14 mars dernier à Lille. Alors, une Vélorussion, c'est quoi ? Tout simplement une manifestation à vélo. Tout de suite, l'interview Vélorussion Gilets jaunes. Agissons. Agissons. Quel est le message envoyé par les Gilets jaunes de Lille lors de cette Vélorussion ? Le message qui a été envoyé par les Gilets jaunes, c'est notamment pour prouver au gouvernement qui voulait taxer les Gilets jaunes d'anti-écolo, de leur prouver que c'était pas le cas et au contraire que justement ils ont conscience aussi de ces enjeux climatiques et environnementaux là. Et donc pour faire démentir le gouvernement et pour aussi prouver à l'opinion publique que les Gilets jaunes ne sont pas anti-écolo. Alors on se rappelle que le début du mouvement des Gilets jaunes s'est fait en réaction à la hausse du prix du carburant. On a pu voir certains militants écolos taxés d'anti-écolo justement les Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens aujourd'hui ? Déjà, pour avoir fait quelques manifs Gilets jaunes, j'ai jamais vu de pancartes demander de plus de droits à polluer ou de slogans qui allaient dans ce sens-là. Je pense que ça a été la première réaction de nombreux écolos, notamment parce que la réaction du gouvernement a été de dire regardez, dès qu'on met une taxe écologique, la population n'est pas contente et elle va manifester dans la rue. Finalement, cette taxe carbone, c'était surtout une énième taxe injuste qui a fait sortir les gens dans la rue. Et c'est pas normal de taxer encore une fois les plus défavorisés quand au contraire, à côté, les plus riches et donc les plus gros pollueurs, eux, sont largement exonérés. Selon toi, en quoi le mouvement des Gilets jaunes peut être compatible avec les luttes pour le climat ? Alors, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement climat, c'est deux combats qui sont indissociables. Les revendications des Gilets jaunes, elles ont beau être très hétérogènes, ce qui les rassemble, c'est vraiment la racine du problème, c'est ce système économique, disons les mots sur ce qu'il est, libéral, mondialisé et dérégulé, et c'est le point commun avec le mouvement climat. Il n'y aura pas d'écologie sérieuse sans une remise en cause profonde de notre système économique. Et la cause donc de la dégradation de l'environnement, et la cause du dérèglement climatique et la cause des injustices sociales et fiscales, elles proviennent toutes d'une même origine et elles ont les mêmes responsables et en plus elles font les mêmes victimes. Voilà, je pourrais aussi parler de toute la solidarité qui naît dans le mouvement des Gilets jaunes et qui est pour moi hyper importante, surtout par rapport à ce qui peut nous arriver dans le futur, où tous ces moments de solidarité entre ces personnes qui se connaissaient pas du tout avant. Elles coopèrent, elles s'organisent ensemble et par rapport aux chocs qui vont sûrement nous arriver, aux chocs environnementaux et climatiques, ces instances de solidarité, c'est des biens qu'il faut absolument, qui sont précieux et qu'il faut absolument soutenir, chérir et c'est pour ça que c'est important d'aller discuter avec des Gilets jaunes, que les mouvements climat aillent discuter avec les Gilets jaunes et inversement, quoi. Agissons. 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 Le magazine de la transition écologique. Donc je remercie encore une fois Héloïse pour cet entretien. On est toujours avec vous, Cyprien Richet. La question après cette écoute sera: quelles seraient selon vous les actions appliquées à la mobilité qui pourraient résorber les inégalités sociales ? Alors, avant de proposer quelques pistes de solutions, même si personne n'a de baguette magique et la solution optimale qui permettrait de résoudre tous les problèmes, je pense qu'on l'aurait déjà trouvé sinon. Je trouve vraiment très intéressant de relier la question sociale à la question climatique sur les enjeux de mobilité. On partageait une petite réflexion dans notre équipe, c'était de dire finalement, avant, la précarité en matière de mobilité, c'était de ne pas avoir accès à la voiture.
parce que c'est très discriminant de ne pas avoir accès à la voiture. Et aujourd'hui, finalement, la précarité, c'est de n'avoir accès qu'à la voiture. Et effectivement, c'est un vrai problème parce que ça a un impact très fort sur les parcours de vie, notamment aussi sur les parcours d'études. Hein, on peut regarder dans la région Hauts-de-France, finalement, certains choix d'études supérieures se font en fonction de nos capacités de mobilité. C'est-à-dire certains ont la possibilité d'aller étudier là où ils le souhaitent et d'autres le font par défaut. Ils vont au plus proche de là où habitent leurs parents parce qu'ils n'ont pas forcément de moyens d'aller chercher des études supérieures plus loin. Donc on voit que ça a eu un impact, une incidence très forte, y compris sur tout notre parcours de vie. Donc c'est pour ça que finalement il faut pas mener à la légère ce problème-là. Et je dirais il y a peut-être 3 pistes sur lesquelles on peut agir. La première, ça revient à la définition finalement de la mobilité dite au début, c'est-à-dire que la mobilité c'est une compétence qui s'apprend. Et finalement, on a peu d'occasions d'apprendre la mobilité, d'acquérir des compétences multimodales pour pouvoir finalement utiliser un certain nombre de mobilités en fonction des temps de la journée, en fonction des contraintes, en fonction des distances à parcourir. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important dont certains organismes se saisissent, notamment par la réinsertion par la mobilité. Éviter finalement d'encourager cette dépendance à la voiture qui entraîne aujourd'hui beaucoup de vulnérabilité et beaucoup de souffrance finalement, parce que le prix du carburant sera quand même amené à augmenter. En tout cas, il faut s'en passer. Donc on crée de la vulnérabilité quand on crée de la dépendance à la voiture. Donc apprendre des compétences. Ensuite, le deuxième axe, ça me semble être celui d'aménager. Il faut véritablement qu'on se pose la question de comment on aménage notre territoire et finalement de contester ou de discuter notre choix de la métropolisation. Quelque part de l'action locale, la traduction un peu locale de la mondialisation. C'est-à-dire on essaye d'avoir des centres hyper puissants qui regroupent à peu près toutes les principales fonctions métropolitaines et qui attirent un large territoire, qui vide presque un large territoire. Et tout ça, finalement, ça crée de l'efficacité d'un point de vue économique, d'un certain point de vue économique, mais ça crée surtout de la dépendance au réseau et beaucoup plus de mobilité pour pouvoir arriver en fait dans ces centres. Et donc effectivement il y a une question d'aménagement du territoire, donc mieux répartir les fonctions plus équitablement sur le territoire pour éviter de tout mettre au même endroit et de donner la prime à ceux qui peuvent y accéder. Et puis rééquilibrer aussi notre façon d'aménager la mobilité, donc moins faire d'infrastructures. Donc je dirais ça simplement, il faut surtout avoir des solutions soft pour les modes lourds. La voiture, les transports collectifs, on a déjà beaucoup d'infrastructures, elles coûtent très cher à réaliser et on peut mieux les gérer dans l'espace et dans le temps, avec par exemple en lissant en fait les phénomènes de pointe pour éviter la congestion. Donc ça peut être une solution souvent plus efficace que de rajouter des infrastructures supplémentaires. Et puis à l'inverse, des interventions lourdes, des infrastructures pour les modes actifs, vélo, marche, qui ont une efficacité très importante dans différentes parties du territoire et qui pourraient justement gagner encore en part modale si finalement on mettait en œuvre une véritable ingénierie de la mobilité pour ces mobilités-là, comme on l'a fait par ailleurs pour la voiture notamment. Et puis j'ai une troisième piste, elle est plus large et je rentrerai peut-être un peu moins dans le détail, mais il y a une véritable question à se poser sur la remise à plat de la fiscalité en matière de mobilité. On a plutôt tendance aujourd'hui à empiler les mesures. La dernière, finalement, c'est les cyclistes qui négocient une indemnité kilométrique vélo. C'est très intéressant, mais c'est une mesure qui s'empile par rapport à d'autres mesures et des niches fiscales qu'on ne remet pas forcément en cause, notamment des niches fiscales pour l'automobile, des primes pour les véhicules électriques qui posent aussi d'autres questions. Donc il y a une vraie question à se poser sur une remise à plat. On a aujourd'hui beaucoup d'investissements de l'État, beaucoup d'argent public mis dans la mobilité et il serait peut-être temps de se poser la question de son efficacité. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup pour cet entretien. On va faire une petite pause musicale. On va écouter tout de suite Pour me rendre à mon bureau des Ogres de Barbac. On se retrouve juste après pour continuer. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook. Pour cette interlude musicale, je ne connaissais pas du tout. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous écoutez Agissons sur RPL et nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Aujourd'hui avec nous Cyprien Richer pour nous parler gouvernance des mobilités, intermodalité et articulation entre transport et urbanisme. Exactement Juliette. On continue avec une citation qui cette fois n'est pas de vous Cyprien, mais du philosophe Jean Baudrillard qui déclara en 1967 « La mobilité sans effort constitue une espèce de bonheur irréel, de suspense de l'existence et d'irresponsabilité ». Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Alors, ça m'évoque, je dirais, plusieurs réflexions sur un peu nos trajectoires de développement en matière de mobilité. La mobilité, ça a été un peu le bras armé aussi du développement économique et des différentes révolutions industrielles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive dans une situation où on doit se reposer la question de la place de la mobilité par rapport un peu au scénario, aux trajectoires qu'on veut emprunter. Alors, je dirais, si on résume très simplement les choses, je dirais qu'il y a peut-être 3 trajectoires qu'on a essayé d'engager jusqu'à présent. Une première trajectoire qui était qui est celle du développement durable qu'on engageait, je dirais, au début des années 2000. L'idée du développement durable, ça reste de continuer à se développer, donc continuer à agir pour la croissance, mais une croissance un peu plus verte, un peu plus vertueuse, qui permettrait finalement de poursuivre notre façon de se développer en y amenant un petit peu de verdissement un petit peu de notre économie. Donc ça, c'est une trajectoire qu'on a engagée au début des années 2000 et qui finalement s'accommode bien de solutions qui sont celles de la voiture électrique où finalement on va remplacer un moteur par un autre, mais on va finalement poursuivre dans ce développement-là en se disant que la voiture électrique, elle a un peu moins d'impact carbone, elle en a quand même, et beaucoup, mais elle en a un peu moins que la voiture thermique. Donc voilà, donc on poursuit et on essaye de trouver des solutions plus durables. Donc ça reste très très discutable et ça pose la question de finalement de l'ampleur de la réponse, je dirais, environnementale face au défi qui est le nôtre. On a une deuxième phase qui est celle, je dirais, de la transition écologique. On est aujourd'hui un petit peu dans cette réflexion-là. Donc la transition, elle porte bien son nom, c'est bien l'idée d'effectuer un virage. Et dans ce virage-là, alors il y a certains qui pensent qu'on va pouvoir effectuer ce virage avec beaucoup de technologie. Et finalement, on peut aussi penser que finalement la vraie innovation d'aujourd'hui, de la mobilité d'aujourd'hui, c'est de réussir à faire avec moins de technologie et en tout cas moins de consommation d'énergie qu'avant. Et finalement, par rapport à la citation du philosophe, je dirais l'idée sur laquelle on peut se questionner, c'est finalement de se dire est-ce que l'innovation et la modernité du monde d'aujourd'hui, c'est pas justement de travailler autour des modes actifs, de la marche, du vélo et de retrouver des mobilités qui soient plus conformes finalement à un mode de vie compatible avec la transition écologique. Parce que la troisième étape, sinon, ça peut être celle dont certains commencent à parler, de l'effondrement, de la collapsologie, qui là implique véritablement une sortie du virage et donc un risque systémique qui nous fait face. Et dans ce cadre-là, même si on peut avoir différentes opinions sur le réalisme de ce cataclysme lié à la question climatique, on peut en tout cas tous gagner à anticiper un petit peu ce mouvement et éviter de se remettre dans des situations de dépendance à des technologies, à de la consommation d'énergie, que ce soit avec un véhicule thermique amélioré, un véhicule électrique ou des batteries ou autre chose. Donc tout ce qu'on peut faire, je dirais, avec du low-tech, évitons de le faire avec du high-tech, quoi. Bah justement, ça sera un peu l'objet de notre prochaine question. Donc si l'on résume grossièrement l'histoire récente et les étapes de la mobilité, on observe d'abord une émancipation comme jamais vue dans l'humanité en ce qui concerne ses déplacements, c'est-à-dire une mobilité sans effort ou un gain de vitesse, comme vous l'avez dit, comme un symbole de liberté absolue. Puis cette émancipation est à son tour devenue une contrainte à de multiples égards. On pense aux embouteillages, à la pollution, destruction de la biodiversité, imperméabilisation des sols, temps passé dans les transports, et j'en passe. Notre mobilité telle qu'on la vit et pratique aujourd'hui n'est donc pas du tout soutenable, comme vous l'avez dit. Pourtant, on continue à s'empêtrer collectivement et individuellement dans cette mobilité. Alors, comment faire pour faire comprendre aux millions d'usagers utilisant les transports polluants que la transition liée à la mobilité peut être une opportunité de vivre mieux et non pas une contrainte, c'est-à-dire non pas une attaque à cette liberté de bouger où on veut, quand on veut en fait?
Alors, la réponse, elle est complexe et elle amène à une mobilisation de beaucoup d'acteurs. Alors, les individus eux-mêmes, mais qui n'ont pas toutes les clés pour pouvoir y répondre, mais aussi les institutions et finalement tous les acteurs de la société civile qui doivent être mobilisés effectivement pour essayer d'engager une transition en matière de mobilité, une transition véritable, pour pas dire radicale, de la façon dont on se déplace. On est tout simplement face à un modèle aujourd'hui en matière de mobilité qui est complètement inefficient et qui est même inefficace sur le plan économique, strictement économique. Ce ne serait pas si grave s'il n'était pas aussi inefficace sur le plan environnemental, mais il est déjà strictement inefficace quand on voit effectivement toute la consommation d'énergie, la consommation foncière, les nappes de parking, la création d'infrastructures gigantesques finalement pour essayer de faire passer quelques habitants d'une métropole à la même heure un jour donné. C'est énormément de gaspillage au final, et c'est vrai que on a un véritable besoin d'essayer de repenser la mobilité, et ça passe effectivement par des prises de conscience individuelles, et ça passe par une mobilisation de tous les acteurs et toutes les institutions publiques. Je dirais, aujourd'hui, on a de toute façon plus la liberté de bouger quand on veut, où on veut, étant donné les contraintes et les conditions de déplacement. Et finalement, si on revient à la définition initiale de la mobilité, c'est finalement accéder à des activités, à des ressources, à des individus. Et finalement, cette mobilité-là, aujourd'hui, elle peut se faire de plein de façons différentes. Et notamment, pour être très concret, le développement du télétravail peut être une solution pour, je dirais, amoindrir finalement notre consommation de mobilité réelle sur les infrastructures. Et j'ajouterais peut-être une dernière réflexion, c'est finalement des travaux qui sont faits à l'Institut de sciences politiques de Lille, qui étaient aussi ceux au débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, et finalement qui montrent bien qu'on pourrait se poser la question aujourd'hui d'un rationnement de la mobilité. Comme pour d'autres ressources, on pourra avoir des choses qui sont finalement aujourd'hui vitales, dont tout le monde a besoin, et ensuite une fiscalité ou une restriction finalement des consommations qui sont aujourd'hui plutôt de l'ordre du gaspillage. Et qui permettrait finalement de remettre à niveau et de remettre à plat une sorte de mobilité pour tous, et en évitant effectivement des impacts sur l'environnement trop importants. Donc ça, je pense que ça peut être une réponse moderne qui s'appuierait sur un courage quand même des politiques publiques, mais je pense qu'on est aujourd'hui face à un défi qui nécessite de se poser la question de comment on va mieux se répartir la mobilité et comment on va éviter effectivement tout le gaspillage en matière de mobilité, toute l'ébriété, pour faire la différence par rapport à la sobriété des modes de vie qu'il faudrait réussir à engager. Merci beaucoup pour ces explications. Bon, du coup, on voit bien l'importance de cet enjeu social, climatique et économique qui est la mobilité. Donc, merci beaucoup d'être venu sur RPL, Cyprien Richer. C'était vraiment intéressant. Et pour la citation un peu compliquée de Mehdi, on la mettra sur la page Facebook, pas de souci. Maxence ? Ouais, et maintenant, c'est à Magali de nous présenter sa chronique. Ah bah, justement, elle arrive. Agissons. Agissons. Le magazine de la transition écologique. 4954, 4955, 4956... Attends, Magali, qu'est-ce que tu comptes là ? 4957. Ah, enfin arrivé, vous allez tous bien ? Ouais, mais attends, tu viens d'où comme ça ? Qu'est-ce que tu comptes en fait Mes pas. Là, j'ai compté 4957 pas pour venir ici, entre chez moi et les studios de RPL. Mais il s'est passé quoi ? T'as pas trouvé un autre moyen pour venir ? Ah si, enfin, il y a le bus, mais alors avec le nouveau plan Illévia, c'est une cata. Mon bus te fait des tours et des détours pour faire 2 km. J'en ai marre. Il y a 2 semaines, j'ai pris une décision radicale. Désormais, je n'utiliserai qu'un seul moyen de transport, mes pieds. Pas besoin d'essence, pas d'horaire, pas de chaîne qui déraille, de pneus qui crèvent. En plus, c'est bon pour la santé, l'environnement et mon porte-monnaie. Utiliser mes pieds, Juliette, Clémence, c'est la meilleure décision de ma vie. C'est le panard, quoi.
Alors j'en ai fait des kilomètres en 2 semaines. J'ai pas arrêté de marcher parce que, galvanisée par cette liberté retrouvée pour me déplacer, j'ai décidé de partir me balader, comme ça, sans but, de suivre mes pieds, quoi. Et devinez où ils m'ont amené ? Eh bien, à la MRES, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, qui est d'ailleurs à l'origine de ce projet radio. Là-bas, j'y ai trouvé l'ADAV, l'association Droit au vélo. Alors vous allez me dire, mais Magali, quel rapport entre tes pieds et le vélo ? Tu perds les pédales ? Eh bien, parce que l'ADAV s'est entre autres donné pour but de promouvoir et faciliter les mobilités actives comme le vélo, mais aussi la marche. Et en janvier dernier, ils ont par exemple contribué à une concertation de la MEL, marché en métropole lilloise, qui enrichira le prochain plan de déplacement urbain. Le document, disponible sur leur site internet, préconise des changements et aborde des problèmes que nous rencontrons, nous autres les piétons. Il pointe notamment du doigt les obstacles sur les trottoirs tels que les poteaux ou les voitures stationnées, mais aussi les NVEI. Alors les NVEI, ce sont les nouveaux véhicules électriques individuels, trottinettes électriques ou overboard par exemple. À Paris justement, Anne Hidalgo est entrée en guerre contre les trottinettes électriques utilisées sur les trottoirs, qui causeraient de plus en plus d'accidents. Rappelons que ces petites bêtes peuvent aller jusqu'à 80 km/h. Elle promet d'accentuer les verbalisations des usagers à hauteur de 135 €. La contribution de l'ADAV rappelle également qu'avec le vieillissement de la population, les temps de traversée des piétons doivent être augmentés. Sinon, paf la grand-mère. Enfin, le document ne s'arrête pas là. Au-delà de l'aménagement urbain, l'ADAV insiste aussi sur la promotion des déplacements à pied auprès des plus jeunes, notamment en développant des pédibus. En gros, ce sont des bus, mais où les roues sont remplacées par les pieds des enfants. D'ailleurs, l'ADAV, accompagnée de En Savoir Plus, l'association d'éducation à l'environnement pour un développement durable, ont créé le CREM, le Centre ressources régionales en écomobilité. On vous mettra tous les sigles sur notre page Facebook. Le CREM organisera début juin la première édition du challenge Écomobilité scolaire Hauts-de-France qui se déroulera dans l'ensemble des établissements scolaires de la région. Alors, heureuse de voir que des associations se bougeaient pour le bien-être des piétons, j'ai continué de suivre mes petons en prenant mon pied. Et alors que je commençais à ressentir les premiers signes de fatigue, me sentant suivie depuis quelque temps, je me suis retournée. Et c'est là que je les ai vus. 7000 personnes étaient en train de me suivre, brandissant des pancartes et des banderoles. Et sur l'une était écrite « Marche du siècle du 16 mars ». J'en croyais pas mes yeux, hallucinant. Alors je suis allée les voir, je leur ai dit « Mais vous n'êtes quand même pas venus me soutenir dans cette nouvelle activité, vous me faites marcher ». Impossible d'obtenir une réponse, ils étaient tous en train de scander « On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat ». Alors me sentant moi aussi plus chaude que le climat, nous avons tous continué à marcher ensemble pour une planète moins polluée. Merci Magali. Moi je propose qu'on se mette tous à l'émission à marcher parce que ça a l'air sympa quand même. Voilà. Donc le mois dernier, du coup, c'est Justine qui nous avait fait rire avec son horoscope à la sauce écolo. Donc Magali, tu nous as aussi pas mal fait rire, c'est vrai. Mais là, aujourd'hui, c'est aussi Pauline à mes côtés qui va vous raconter un conte de son enfance, peut-être de la vôtre. Mais alors pas d'happy ending ici, car vous l'aurez compris, le réchauffement climatique n'épargne personne. Et oui, nous aimons les contes car ils commencent par « Il était une fois » et se terminent toujours par « Et ils vécurent heureux ». Mais les histoires que nous racontons à nos enfants, seront-elles encore plausibles en 2050 ? Devrons-nous dire « Avant, la baleine bleue était le plus gros mammifère », comme nous le disons des dinosaures ? La neige révélera-t-elle encore de l'imaginaire ? Possible. Alors je vous propose un conte moderne pour ne plus raconter d'histoire à vos enfants. Il était une fois, dans une petite boutique de Lille, Geppetto, un vieux sculpteur de bois qui n'était plus sculpteur de bois. Sa boutique avait longtemps été le repère de la ville. Avec les arbres de la citadelle, il taillait, ponçait, sculptait et créait de beaux objets. Très vite, on l'accusa d'exploiter cette denrée déjà si rare. Peu à peu, il vendit tous ces objets en bois pour les poêles et cheminées des Lillois. Mais les Lillois n'avaient plus besoin de bois. Il faisait déjà bien trop chaud en hiver. Et de toute façon, il n'y avait plus de bois. Des palmiers à huile avaient remplacé les derniers hectares afin de recueillir de l'huile de palme. Les habitants pouvaient se passer d'arbres, mais pas de Nutella. La ville de Lille où poussaient des palmiers à huile était surnommée l'île de Palme. À l'île de Palme, où il n'y avait plus de bois, Geppetto avait tout de même réussi à conserver une merveille, Pinocchio, un petit pantin de bois qu'il cachait précieusement sous les épluchures de son compost. Geppetto avait fabriqué Pinocchio en souvenir de son ancien métier et il connaissait la valeur de son pantin. Aux enchères, ce bout de bois valait des millions,
car il n'y avait plus de bois. Ainsi, Pinocchio ne pouvait sortir de chez Geppetto, car il aurait été volé pour être vendu. Le souhait le plus cher de Geppetto était que sa marionnette devienne un vrai petit garçon qui ne soit plus du bois d'une valeur inestimable. Le 5 juin 2050, journée mondiale de l'environnement, son vœu, enfin, fut réalisé par la Fée Bleue. La Fée Bleue avait 4,5 milliards d'années et n'avait pas la vie facile. Elle répondait à tous les besoins des hommes, mais très peu étaient ceux qui la remerciaient. Elle donna vie à la marionnette en espérant que cette fois-ci, on l'estimerait. « Pinocchio, si tu te comportes bien, que tu tries tous tes déchets et que tu fais attention à la planète, alors tu deviendras un vrai petit garçon. » Elle donna également pour mission à Jiminy Cricket, un grillon robotisé, car il n'y avait plus de grillons, d'être sa bonne conscience et de l'aider à devenir un éco-pantin. Dès le lendemain, Pinocchio, en se réveillant, était le plus heureux des pantins. Il pouvait danser, jouer, bouger et aller s'acheter un gros burger. Il était si enthousiaste à l'idée de pouvoir vivre comme il l'entendait qu'il en oubliait les bons conseils de la bonne fée. Il alla alors au McDo en voiture sans se soucier de son empreinte carbone. Jiminy tentait par tous les moyens de l'en empêcher. Mais rien n'y faisait. Pinocchio ne réfléchissait pas aux conséquences. La Fée Bleue, mécontente, apparut alors et lui demanda « Pinocchio, à quoi était ton burger ?» Il répondit alors « Aux légumineuses !» La fée lui demanda encore « Pinocchio, avec quoi es-tu allé au McDo ?»« En vélo, bien sûr !» Mais dès qu'il mentait, son nez s'allongeait et s'allongeait encore. Pinocchio était encore loin d'être un éco-pantin, mais la fée, indulgente, lui donna une seconde chance. Pinocchio, plein de bonne volonté, obéit pendant quelques jours. Il tria ses déchets, se lava à l'eau de pluie, réduisit sa consommation de viande et prit chaque jour son vélo. Jiminy Cricket était si fier de lui et lui disait « C'est grâce à des petits garçons comme toi que les grillons n'auraient pas disparu de la surface de la terre. » Mais au bout d'une semaine déjà, Pinocchio était fatigué de tous ses efforts et se disait « La terre est déjà foutue de toute manière. Pourquoi devrais-je être le seul petit garçon à me soucier de la planète ?» Alors, il décida de s'enfuir, loin de la boutique de Geppetto, bien au-delà de l'île de Palme. Malheureusement, sur son chemin, il croisa deux escrocs, le chat et le renard. Dès qu'ils virent Pinocchio, ils s'imaginèrent les millions qu'ils pourraient gagner grâce à ce petit bout de bois d'une valeur inestimable, car il n'y avait plus de bois. Ces deux malfaiteurs décidèrent d'amadouer Pinocchio. Ils n'avaient aucun scrupule à dire « Nous allons utiliser notre argent en faveur de l'écologie. Nous allons prendre les mesures nécessaires à la transition écologique. Nous sommes conscients que nous devons agir, mais nous avons le temps. » Pinocchio, dupé comme un pantin par leur discours, se laissa entraîner et se dit que oui, il avait le temps avant de s'occuper de la planète. Il remit ses bonnes résolutions écologiques à plus tard et se mit à fumer, jetant sans scrupule ses mégots sur le sol, but ses bières sans jeter les bouteilles en verre dans la bonne poubelle. La fée était devenue furieuse. « Tu te fous de moi ?» Elle était rouge de colère, mais Pinocchio était vert de rage. « Non, de la planète !» Pinocchio disait cela avec assurance. Pourtant, son nez ne cessait de s'allonger. Au fond, il savait que la Fée Bleue avait raison, mais il préférait nier l'évidence. Il continuait de fumer et fumer, encore fumer, en écrasant la cendre sur le sol déjà bien trop gris. Le chat et le renard ne disaient rien à ses agissements. Ils croisaient les bras et parfois le réprimandaient. « Oh, Pinocchio, ce n'est pas bien sérieux !» Les faux bons samaritains ne pensaient qu'à l'argent et avaient déjà trouvé acquéreur. Dans un mois, Pinocchio le pantin serait vendu à une usine de pâte à papier. « Le profit avant tout !» se disait-il en se frottant les mains. De son côté, à l'île de Palme, Geppetto pleurait de ne plus voir Pinocchio revenir. Un jour, il décida de partir à sa recherche, et à vélo, bien sûr. C'était un peu plus long, mais au moins il n'y avait pas de bouchon. Geppetto sillonnait les routes à la recherche de son pantin. Après avoir parcouru 2 fois le Tour de France à vélo, enfin, un jour de printemps, à l'orée d'un bois, sans arbre, car il n'y avait plus de bois, il vit Pinocchio. Il était si heureux de le retrouver, il lui sauta dans les bras. Pinocchio aussi était heureux de retrouver Geppetto, il s'était tellement manqué. Le chat et le renard, furieux que ce vieux monsieur puisse le piquer ce bien inestimable, le lui arrachèrent des bras. Geppetto criait « Rendez-moi mon pantin ! Bonne fée, s'il vous plaît, une dernière fois, faites quelque chose pour moi !» La bonne fée bleue était un peu trop bonne, un peu trop... bip. Peut-être aussi, mais lui répondit
Geppetto, malgré la souffrance que chaque jour les hommes me font endurer, je vais encore te soutenir. Aussitôt dit, aussitôt fait un coup de baguette magique, qui n'était pas en bois, car il n'y avait plus de bois, le chat et le renard se virent expulsés loin, loin de ce bois sans bois. Geppetto enfourna alors son vélo, mit Pinocchio sur le guidon et pédala aussi vite qu'il pouvait, loin, très loin de ce bois sans bois vers l'île de Palme. Oh, Pinocchio était heureux. Geppetto, excuse-moi, je vais devenir un parfait éco-pantin et bientôt je serai le petit garçon éco-citoyen que tu as toujours rêvé. Geppetto serra fort Pinocchio contre lui. Ah, que cette histoire est belle. Elle pourrait se terminer ainsi. Pinocchio tiendrait ses bonnes résolutions et deviendrait un vrai petit garçon. Geppetto et Pinocchio vivraient longtemps heureux tel un père et son fils. Vous pouvez vous arrêter là si vos enfants sont sensibles, mais la vérité, elle, est bien plus cruelle. Malheureusement, la fée bleue a ses limites. Elle ne pourra pas toujours soutenir les hommes, et ça a été le cas de Pinocchio. Pinocchio est mort quelques jours après qu'il fut délivré du chat et du renard. Ce n'est pas la cigarette qui l'a tué, mais la pollution. Exposé dès son plus jeune âge à des particules fines dans l'air qu'il respirait, ses poumons, eux, ont succombé. Pinocchio est mort comme 600 000 enfants chaque année à cause de la pollution de l'air. C'est bien beau de raconter des histoires, mais maintenant il faut agir. Les happy ends n'arrivent pas par magie. Merci Pauline, waouh, dis donc, incroyable. C'était envoûtant. Alors au départ j'allais dire on aurait bien besoin d'une fée aussi, mais finalement à la fin c'est un peu, on sait plus trop quoi dire. Bon, en tout cas merci beaucoup. Donc j'espère que les auditeurs ne sont pas trop traumatisés, mais ça devrait aller. En tout cas les contes c'est plus que c'était, mais ça veut dire aussi qu'il faut réagir. Voilà. Bon, allez Maxence, le mot de la fin. Oui, merci Pauline et merci encore à tous. Après cette mauvaise nouvelle, encore une, c'est déjà fini, agissons. Mais bon, on se retrouve dans un mois sur RPL 99 FM et notre page Facebook. Et on va se quitter avec quand même une note ensoleillée avec le Magic Here Comes the Sun des Beatles. Eh oui.